Professeur Jamel Eldine Akretch, bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil au niveau de la chaîne 3. Et en même temps, je souhaite pleine réussite pour les bacheliers aujourd'hui. Alors justement, le bac, début des épreuves, donc fini le cycle, c'est la fin d'un cycle pour un début d'un autre pour les étudiants. L'université prend le relais. Le choix des filières est-il déterminant pour la réussite du cursus universitaire? C'est ma première question, professeur Jamel Eldine Akretch. Oui, effectivement, dans la vie d'un étudiant, bien sûr, le premier pas, c'est le choix de la filière. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que ce choix est lié un peu à la moyenne obtenue au bac. Donc, nous avons maintenant des bacheliers qui mettent, disons, entre guillemets, le paquet pour avoir la meilleure moyenne possible et pour avoir donc le plus grand nombre de choix possible pour la poursuite de leur carrière. Mais justement, les choix ont-ils été diversifiés de telle sorte aujourd'hui à offrir, c'est-à-dire à l'économie, des jeunes aptes à intégrer la vie professionnelle? Professeur Akretch. Oui, en fait, il y a d'ailleurs cette année dans la circulaire, il y a de nouveaux choix. Par exemple, si je prends l'exemple des bacs spécifiques, puisque vous savez qu'au niveau de l'enseignement secondaire, il y a des élèves qui sont orientés directement dans une spécialité telle que le génie civil, génie des procédés, électronique, etc. Donc cette année, il y aura donc une possibilité de s'inscrire directement dans ces filières. Donc c'est déjà un premier pas pour améliorer, disons, cette orientation, puisque quelqu'un qui a quand même passé 3 ans dans une spécialité, arrivé à l'université, il est bon qu'il poursuive donc dans cette filière. Alors on tient compte de l'évolution technologique de notre pays, c'est la raison pour laquelle ces choix ont été adoptés aujourd'hui, professeur Jamel Eldine Akretch. Oui, tout à fait. Parce que d'abord, si on fait, statistiquement, on a au niveau donc de l'effectif estudiantin, il y a jusqu'à présent à peu près 30% d'étudiants qui sont dans les filières sciences et technologies. Donc l'un des buts que l'on veut atteindre, c'est augmenter ce taux et aller un peu plus vers équilibrer éventuellement 50-50, atteindre les 50% d'étudiants dans les filières scientifiques et technologiques. Parce que maintenant, tout espoir de développement se base sur les sciences et la technologie. Et le monde actuellement avance à grands pas vers la digitalisation, vers l'intelligence artificielle et vers le développement de technologies très pointues. Mais comment atteindre cet équilibre? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui de façon concrète aujourd'hui, professeur Jamel Eldine Akretch? Est-ce qu'on peut considérer que l'orientation est une des raisons pour laquelle nous avons cette disparité entre les matières techniques, scientifiques et les matières littéraires? Non, il n'y a pas que l'orientation, parce qu'il y a aussi... Mais elle est déterminante pour le choix des filières. C'est évident. C'est-à-dire qu'il faut, bien sûr, d'abord pour le problème d'orientation, déjà moi je pense qu'il y a un travail à faire, un travail de fond à faire au niveau des lycées. Ça, c'est la première des choses, parce qu'en fait, le bachelier, il arrive des fois, il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'on on l'a pas déjà un peu canalisé, on n'a pas encore mis en évidence, disons, ses aptitudes et ses orientations vers une filière donnée. Donc ça, c'est une première étape, donc il faut un peu... revoir tout ça. Ensuite, bien sûr, il y a la présentation de ces filières, c'est-à-dire il faut faire, je dirais presque, faire un peu de marketing vers les filières donc scientifiques et technologiques. Ensuite, le problème qui se pose, c'est aussi les capacités d'accueil, parce que si on n'a pas atteint donc c'est 50%, parce que il faut un encadrement en face adéquat, il faut aussi des espaces. Et puis en plus les filières scientifiques et technologiques demandent plus de moyens parce qu'il y a quand même il y a des travaux pratiques, il y a donc donc ça nécessite du matériel un peu sophistiqué qui coûte relativement cher. Et donc là, disons qu'il y a quand même un effort très important de l'État pour l'acquisition de tout ce matériel et toute cette
pour installer tout cet environnement, disons, pour que l'étudiant puisse développer ses capacités et être bien formé. Mais quand vous parlez de bien former, développer pour les étudiants leurs aptitudes, bien sûr, mais vous dites aussi qu'à partir du lycée, que cette orientation doit se faire, on doit faire un peu de marketing de telle sorte à expliquer, c'est-à-dire l'intérêt qui doit être porté sur les matières techniques, scientifiques et mathématiques. Est-ce qu'on peut considérer aussi que la première année de tronc commun met en évidence les aptitudes des étudiants? Est-ce qu'il faudrait revenir à d'anciennes formules qui existaient, qui donnaient des résultats, c'est-à-dire probants sur le terrain de façon concrète, professeur Akretch? Est-ce que cette réflexion doit être engagée puisque l'université opère encore sa mue? Oui, c'est tout à fait évident. D'ailleurs, actuellement, donc il y a une réflexion qui se fait puisqu'il y a un plan de modernisation de l'enseignement supérieur et il y a d'ailleurs des assises qui devraient se tenir vers la fin, vers le mois de décembre. Donc pour revoir un peu toute le mode d'orientation, les domaines, parce qu'actuellement, dans le système actuel, nous avons donc, c'est-à-dire que l'étudiant, le bachelier vient, il s'inscrit dans un domaine. Or actuellement, il y a pratiquement 17 domaines. C'est quand même déjà donc on lui limite un peu l'accès vers certaines filières. Alors le regroupement de domaines pourra effectivement revenir c'est-à-dire on reviendra à un tronc commun général. Si vous voulez, le bachelier peut rentrer dans un gros domaine sciences technologies, comme ça se faisait avant, on avait donc sciences exactes et technologies, et au bout d'une année, c'est-à-dire il peut montrer donc ses aptitudes, s'il est bon pour poursuivre dans cette filière, ou alors s'il doit se réorienter, aller vers un autre domaine. Mais il y a cette réduction de domaine qui va se faire et qui sera, je le pense, salutaire. Mais la limitation de l'accès à certaines filières, est-ce qu'il est aussi parfois à l'origine de l'échec universitaire, notamment quand on prend en considération le niveau de redoublement à la première année, professeur Akretch, et vous avez été parmi ceux qui avaient attiré l'attention sur cet aspect-là? Oui, en fait, on passe d'un cycle à un autre, on a du mal à s'adapter. C'est vrai, de toutes les façons, l'adaptation d'un cycle à un autre, il y a déjà un effet psychologique parce que déjà, quand on passe du cycle primaire au cycle moyen, ensuite au cycle secondaire et à l'université, ça ne se passe pas toujours très bien dans beaucoup de cas. Et des fois, il faut, disons, un accompagnement psychologique. Donc, en fait, quand le bachelier il vient vers l'université, donc c'est un changement radical de son environnement. Parce que vous avez donc le lycéen qui est dans sa classe, il a son enseignant qui le connaît, qui l'appelle peut-être par son prénom, etc. Et puis, sur de longues années. Voilà, sur de longues années, il y a une relation qui se tisse, et donc en même temps, l'enseignant est en même temps son tuteur. Il arrive à l'université, des fois, avec le nombre, donc il se retrouve dans un amphithéâtre, et il rentre, il voit le prof qui vient, il fait son cours, il sort. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Donc ça peut choquer certains jeunes. Et là, il y a quand même quelque chose qu'on a raté, c'est le tutorat. Parce qu'en fait, dans le système LMD, il devait y avoir un tutorat, justement pour accompagner ces étudiants de première année, pour pouvoir bien les insérer dans le système universitaire. Mais ça n'a pas été mis en n'a pas été mis en place correctement, et donc peut-être qu'il serait intéressant de revoir, de rediscuter de cette façon de faire. Donc pour les nouveaux bacheliers qui arrivent à l'université. Donc c'est un dossier ouvert. Mais dites-moi, professeur Djemel Akretch, est-ce qu'on peut avoir des données, par exemple, vous êtes à la tête de la plus grande université au niveau national, l'université Houari Boumediene, bien sûr de Bebzoua, l'USTHB, elle est université classée au niveau international, elle est de renom, on l'a réalisée les années 70, c'est un véritable fleuron aujourd'hui. Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés sur, par exemple, le niveau de redoublement qui permet aujourd'hui de réajuster les politiques mises en place? Oui, effectivement. Ou les procédés mis en place au niveau de l'université? Oui, il y a ce problème. Le taux
Le taux, bon, vous savez, ça tourne, le taux de réussite est autour de 30%, 35% en première année. C'est pas énorme, mais disons que c'est dû un peu à cette difficulté d'adaptation des étudiants. Et puis il y a aussi le problème de langue. Le problème de Cette langue, dichotomie entre l'arabe et le français. Voilà, exactement. Et bon, on essaie actuellement, bon, on essaie quand même d'améliorer le rendement disons de succès, enfin pour la première année. Bon, on essaie de sensibiliser les enseignants, on essaie disons de cerner certains problèmes. Et bon, j'espère qu'on va avancer pour avoir un taux de réussite quand même un peu plus élevé. Mais c'est une contrainte, le redoublement pour une université? C'est une contrainte par le nombre, parce qu'on se retrouve à gérer des effectifs les entrants et voilà, avec les nouveaux bacheliers et les doublants. Donc on se retrouve en première année avec un effectif pléthorique qu'il est difficile quand même de gérer correctement. Donc c'est pour ça que des fois, même si on... Qui peut dépasser les capacités de l'université elle-même? Oui, pratiquement. Donc là, on fait vraiment... Bon, d'ailleurs, l'université actuellement fonctionne, disons, non-stop, puisque d'ailleurs, c'est souvent, il y a des réclamations, mais on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, on commence à 8h, on termine à 18h, sans arrêt. Donc, il n'y a même pas de pause déjeuner, il n'y a pas de... Et on travaille aussi le samedi, donc pour pouvoir... ils ont assumé les tâches pédagogiques et prendre en charge tous les étudiants. Donc c'est relativement assez difficile. Ce qui fait que ces taux de redoublement nous gênent encore dans notre tâche. Et il y a aussi, des fois aussi, il y a des taux d'abandon. Bon, les abandons, il y a différentes raisons, hein, parce qu'effectivement, quand vous avez parlé tout à l'heure d'orientation, des fois, c'est une mauvaise orientation. Donc, quelqu'un a choisi, parce que vous avez un certain nombre d'étudiants qui choisissent, disons, la filière par défaut, parce que, ils n'ont pas obtenu une moyenne correcte au bac, donc, ils se retrouvent à s'inscrire et à passer donc une année, je dirais, entre guillemets, forcée. C'est pourquoi le filtre pourrait être à l'avenir, c'est-à-dire le tronc commun, comme cela se fait dans tous les pays du monde. C'est le tronc commun qui détermine les filières à venir pour les étudiants. Effectivement, parce qu'à ce moment-là, donc, il n'y aurait pas vraiment une limite par la moyenne, c'est-à-dire que un étudiant, donc, s'il veut faire par exemple l'informatique, c'est la filière la plus demandée, disons par exemple à l'USTHB. Il pourra s'inscrire en tronc commun et s'il démontre des qualités au bout d'une année, il pourra faire informatique, même s'il a eu un bac, disons, relativement moyen. Et ça pourrait être aussi un moyen de motivation. Professeur Jamel Eddine Akretch, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, à tout de suite. Alors, professeur Jamel Eddine Akretch, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. L'université, bien sûr, aujourd'hui rayonne sur plusieurs domaines, plusieurs activités, tous les secteurs, sans exception. Former utile, c'est votre préoccupation majeure aujourd'hui? Ça c'est évident. Donc il y a la formation. Maintenant, ce qu'il y a à l'université, maintenant, disons qu'elle a une autre fonction, parce que on essaie aussi de former l'étudiant au niveau de l'entrepreneuriat. L'employabilité. On regarde l'employabilité, on essaie donc. Et d'ailleurs, nous avons, il y a cette partie, c'est-à-dire si on prend un des éléments du puzzle de développement de l'économie nationale, c'est bien les start-up. Donc actuellement, nous avons lancé à partir de cette année, d'ailleurs c'est la politique donc, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, donc on a donné la chance, disons, aux étudiants d'exprimer leurs idées, des idées innovantes. Donc à l'USTHB par exemple, jusqu'à présent on en a 339 qui vont donc soutenir leur mémoire dans le sens, c'est-à-dire ils ont développé leur idée, leur business model, et donc là, après la soutenance, donc on va déposer toutes ces idées pour obtenir le label. Et donc après l'obtention du label, donc l'université va les incuber durant une année, donc pour les aider donc
à développer leur start-up. Et bien sûr, au niveau du ministère des start-up, il y a un accompagnement puisqu'on donne pratiquement 15 millions de dinars, c'est-à-dire 1,5 milliard centimes, pour que l'étudiant puisse donc démarrer sa petite entreprise. Et ça, c'est quand même une partie qui, disons, quand on parle de l'employabilité, c'est une facilitation pour nos étudiants et puis un espoir pour certains donc d'accomplir leurs rêves, parce que bon, c'est des idées, des fois il a une bonne idée, nous avons des étudiants qui ont quand même d'excellentes idées, mais là il y aura donc l'accompagnement qui a été donc, d'ailleurs c'est à travers un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, l'arrêté 1275, qui a donc donné le coup d'envoi pour ce type de formation et cette possibilité donc d'absorber une partie donc de nos diplômés. De notre côté, bon, nous travaillons, nous œuvrons. Bon, c'est assez difficile avec le tissu socio-économique. Nous avons, avec quelques entreprises, par exemple, mis en place des masters professionnalisants où on s'entend, donc on fait les programmes ensemble. C'est-à-dire que le programme est établi conjointement entre donc l'université et l'entreprise. Et à la fin, donc les diplômés sont pris, donc ça sera les futurs cadres de l'entreprise, avec bien sûr les besoins qu'elle exprime. Mais quelle est, bien sûr, la portée de ce master professionnel? Est-ce que vous avez fait des évaluations, des statistiques pour avoir des données au niveau de votre université et toutes les universités à travers tout le territoire? Je dirais que pour l'instant, ça se compte sur le bout des doigts, ce qu'on a fait. Bon, c'est quand même, c'est un travail. Vous êtes au début? On est au début. Bon, on en a fait, bon, il y a un master qui a été fait avec une entreprise privée. Bon, c'est pas la peine que je donne le nom. Donc sur disons tout ce qui est papier, génie du papier, etc. Il y a aussi l'industrie pharmaceutique. Enfin, il y a pas mal donc de filières avec lesquelles nous essayons. C'est-à-dire, en fait, c'est des dialogues qu'on établit avec notre partenaire au moment de signer la convention. Et personnellement, bon, les conventions, bon, on n'en signe pas beaucoup, mais quand on les signe, il faut qu'il y ait du concret. Alors, vous parlez de l'employabilité, c'est une question déterminante pour l'université. Est-ce qu'il faudrait aller aussi parallèlement à l'extinction de certaines filières, puisque beaucoup disent aujourd'hui que l'université forme des chômeurs potentiels? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question qui est posée même par des professionnels du secteur de l'enseignement supérieur? Professeur Akretch. Je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement. D'abord, il y a une évolution. Hein. Si on parle de la science et technologie, il y a une évolution qu'il faut suivre. Hein, parce que maintenant, on parle par exemple de l'industrie 4.0, qui inclut l'intelligence artificielle, etc. Bon, toutes ces choses-là n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Bon, on ne pensait pas à ça. Donc, il y avait des filières classiques qui donc, produisaient un certain nombre d'ingénieurs ou de masters, surtout les masters. Donc dans des filières données, et après bon, ça dépend. D'ailleurs notre problème, la fuite de nos cerveaux, elle se fait comme ça, c'est-à-dire que on a des étudiants c'est un produit semi-fini. Ils ont donc un master dans par exemple, je ne sais pas, électronique. Et bon, ils vont à l'étranger. Alors à l'étranger, bon, justement, ce système de master professionnalisant, eux, c'est quelque chose de très classique, de très bien rodé. Donc, aux États-Unis particulièrement. Aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, pratiquement partout. C'est-à-dire que vous avez un accord qui se fait entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'entreprise qui exprime son besoin. Elle dit voilà, j'ai besoin de 30 ingénieurs par exemple. Voilà, telle spécialité, ça demande une année de formation. Donc ils prennent nos masters qui sont bien formés, disons, point de vue donc théorique, et ils font cette année supplémentaire et automatiquement après ils négocient un contrat. D'autant plus que dans ce type de formation, vous avez un semestre d'enseignement théorique et un semestre de stage pratique au niveau de l'entreprise qui désire donc recruter ces étudiants. Alors bien sûr, ça permet donc
à l'entreprise de superviser le futur cadre qu'elle va prendre, qu'elle va donc, disons, nous prendre, nous piquer. Alors, cette question justement des fuites des cerveaux, on va l'aborder dans un petit moment, mais je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important. Professeur Jamel Din Akretch, vous parlez bien sûr de l'employabilité, formée utile en fonction des besoins du marché, mais est-ce que cette employabilité, c'est une question qui doit être prise en charge par l'université, puisqu'elle est, ou alors c'est le monde économique, puisque tout le monde s'accorde à dire que l'université, c'est les aspects pédagogiques, mais c'est l'économie qui doit résorber aujourd'hui les sortants de l'université. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous détourner des questions les plus importantes, c'est-à-dire les aspects pédagogiques? Non. Non. Ou alors l'un va avec l'autre? Non, en fait, d'ailleurs, c'est les deux. Hein. C'est l'université et le secteur économique. Le problème, c'est Ils doivent travailler ensemble? Ils doivent travailler ensemble. Et le gros problème, bon, depuis longtemps, on parle de cette relation université-entreprise. La passerelle. Qu'on n'arrive pas vraiment à concrétiser. La formation à la carte, ça pourrait être envisagé également? Oui, entre autres. Pour Sonatrach, par exemple, pour Sonelgaz, pour les grandes entités aussi privées à travers le territoire national? Bien sûr, ça c'est une partie, parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des startups, j'ai dit c'est une partie du puzzle. Parce qu'en fait, il y a tout un puzzle dont il faut tenir compte. Il y a donc cette partie start-up, micro-entreprise, donc il y a l'entrepreneuriat qu'il faut développer pour que d'un côté, les sortants puissent créer leurs entreprises et en même temps créer des emplois et créer de la richesse, d'une part. C'est d'ailleurs l'un des premiers objectifs actuellement du ministère de l'Enseignement supérieur. Et aussi, d'un autre côté, développer ces formations à la carte avec les entreprises. Parce que nous, ce qu'on Ils vous sollicitent? Ils viennent vers vous? Les entreprises viennent vers vous? Elles viennent vers vous? Oui. Bon, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, on est loin du. C'est pas où il est à 100%. Oui, mais il y a quand même, certaines actions qui ont été réalisées. Il y a des entreprises qui se rapprochent et qui dialoguent et avec lesquelles nous arrivons quand même à concrétiser certaines actions, particulièrement ces formations à la carte. Parce que l'idéal, c'est que tous les secteurs, enfin les entreprises du secteur expriment leurs besoins. Et expriment, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient aussi un plan de développement. Et nous, on les accompagne dans ce plan de développement. Bon, mais vous avez de la visibilité par rapport à ces questions aujourd'hui, professeur Akretch, ou alors vous formez par rapport à ce que vous considérez comme étant les besoins futurs du pays? Non. Dans l'intelligence artificielle, dans la numérisation, dans la digitalisation, parce qu'il y a une différence entre les deux. Oui, bien sûr. Dans les technologies de la communication. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait cette visibilité et qu'il y ait ce dialogue. Parce qu'on ne peut pas... Comment l'instituer? Moi, je fais du pressing go avec ces entreprises. Hein. C'est vous qui allez vers les entreprises? Des fois, il y en a qui viennent vers nous, mais moi, je suggère qu'on y aille. Dernièrement, j'ai fait un conseil de direction où donc on a installé les bureaux donc, de liaison université-entreprise et j'ai demandé aux enseignants d'avoir des groupes d'enseignants. J'ai dit voilà, donc il faut carrément, vous prenez votre véhicule, vous allez, par exemple, la zone Ouatsmar, vous tapez à la porte de toutes les entreprises. Elle est à proximité. Elle est à proximité, parce que d'ailleurs, moi je dis toujours, l'USTHB c'est bien cette idée de bureau de liaison. Oui, l'USTHB a quand même une position stratégique. On a à côté Ouatsmar, on a Rouibar, Raya, vous avez l'aéroport. On a l'aéroport, quartier d'affaires. Tout ça, il faut quand même, disons, optimiser cette position. Donc, j'ai décidé que parce qu'on a fait d'ailleurs une évaluation, il y a donc le responsable du bureau liaison entreprise a présenté d'ailleurs, il a fait une présentation, et il a dit, par exemple, Ouatsmar, il y a plus de 150 entreprises. Il y en a qu'on ne connaît même pas. Donc j'ai dit voilà, il faut se déplacer, il faut y aller. On leur dit voilà, nous c'est l'université, on peut vous aider. Et là, je pense que ça va inciter un certain nombre d'entreprises à dialoguer, à exprimer donc leurs besoins et à travailler avec l'université déjà pour l'entreprise pour qu'elle puisse se développer et de notre côté pour, disons, travailler sur cette deuxième pièce du puzzle de développement socio-économique. Qui est donc le développement des entreprises. Hein. Et là, on compte beaucoup aussi sur le privé qui doit se développer. Parce que nous avons un problème,
les PME-PMI, bon, jusqu'à présent, il y a beaucoup de PME-PMI qui n'aspirent pas. C'est-à-dire peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent évoluer, qu'ils peuvent donc se développer, faire de l'innovation, passer donc à un stade supérieur et donc à ce moment-là, on peut effectivement introduire l'industrie 4.0. Parce que d'un autre côté, comme vous avez dit, si c'est l'université qui fait le plan pour le secteur socio-économique, ça peut pas marcher, ça peut pas du tout marcher à 100%, parce que pourquoi? Moi je prends toujours un exemple dans mes réunions, je leur dis voilà, vous savez, si par exemple moi j'achète un tissu, je fabrique un costume, puis je le prends à quelqu'un, je vais lui dire voilà, je t'offre ce costume, il te va très bien, etc. Il va me dire moi je ne mets pas de costume, moi je mets un jean. Donc c'est un peu ça, parce qu'en fait si on construit cette, disons, si l'université donc propose un développement pour le secteur socio-économique qu'elle va donc lui présenter, bon, il y aura des entreprises du secteur socio-économique qui nous diront vous avez tout faux, parce que voilà, nous on est à tel stade, où on a tel problème, où on a tel objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut ce dialogue. Et le dialogue, donc si les gens ne viennent pas à nous, il faut qu'on y aille. Alors, vous parlez bien sûr aujourd'hui d'une réalité que vous voulez mettre en place, une nouvelle feuille de route qui est tracée par le secteur de l'enseignement supérieur, mis en œuvre actuellement, cette question de l'employabilité. Mais vous avez cet adage qui dit que les chiffres sont têtus, ils reflètent la vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais est-ce que vous avez, par exemple, au niveau de l'USTHP, établi, par exemple, des statistiques sur le nombre de jeunes sortant de l'université de Bab Zouar qui ont pu intégrer le monde professionnel pour avoir des statistiques sur leur intégration professionnelle? Est-ce que vous avez ces données, ou est-ce que c'est ces données qui vous manquent aujourd'hui au niveau de l'USTHP ou les autres universités, hein, c'est pareil pour les autres? Non, de toute façon, moi j'y travaille actuellement, et d'ailleurs, bon, je suis à la recherche de la ressource humaine aussi au niveau de mon université, parce que je veux mettre en place un observatoire des diplômés de l'université. Parce que l'observatoire des diplômés, c'est aussi un indice de qualité de la formation. Parce que, vous savez, qu'est-ce qu'il va prendre en charge cet observatoire? C'est-à-dire l'observatoire, il va suivre les diplômés. C'est-à-dire vous avez des diplômés qui sortent, donc effectivement, ça va me donner des statistiques. Les statistiques donc d'emploi, etc. Et puis même pour comme vous avez dit tout à l'heure, il y a peut-être des formations qu'il faut fermer. On peut les fermer des fois par rapport à cet observatoire. Pourquoi? Les biologistes, on n'arrive pas aujourd'hui à les insérer dans le monde professionnel, c'est une parenthèse. Sans charger, disons, les biologistes, mais disons que si on a un observatoire qui fonctionne correctement, vous avez par exemple une formation X, vous regardez les sortants, si par exemple, dès qu'ils sortent, 100% sont pris, ça veut dire que la formation est pertinente, et donc il faut continuer. Mais dès qu'il y a le déclin, c'est-à-dire par exemple au bout de 3 à 4 ans, vous avez, au lieu de 100%, vous commencez à avoir 60%, 40%, donc il faut se remettre en question. Est-ce qu'il faut réajuster cette formation ou carrément la fermer? Donc ça, c'est quelque chose, bon, je suis en train de chercher, disons, les gens qui pourront mettre sur place cet observatoire. Et c'est un élément très important pour disons, évaluer, faire des statistiques et éventuellement s'améliorer et puis voir aussi, revoir des fois certaines formations, les mettre à jour. Et c'est une excellente initiative. Alors je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, le diplôme de l'université. Notre diplôme est-il aujourd'hui un diplôme de qualité? À un moment donné, on avait parlé de la régression du niveau de la formation, la régression également par la même occasion, puisque ça a un effet direct sur la qualité de notre diplôme. Les diplômes sont reconnus. Non, pour le diplôme, il est toujours de qualité. Il faut pas jeter. D'ailleurs, moi, je raisonne toujours, je dis, jugez-moi sur mon produit. Mon produit, il se vend à l'international, il se vend même au national. Donc en fait, vous savez, notre diplôme, je parle pour l'USTHP, il n'y a aucun problème. C'est un diplôme qui est reconnu mondialement au niveau de, même en Algérie. Donc si on voit le nombre de cadres, le nombre de diplômés qui sont pris, qui sont appréciés, je pense que la qualité de diplôme n'a pas changé. Même si, de toute
tout à l'heure, on a parlé du taux de redoublement, etc. Mais il y a toujours ce pourcentage d'élite, d'excellence. D'ailleurs, moi, je le constate assez souvent sur les jeunes étudiants dans les clubs scientifiques. Parce qu'à Babzoa, l'USTHB, on a une vingtaine de clubs. Donc, à chaque occasion, donc, ils font des expositions de ce qu'ils font, Et quand je fais le tour et je discute avec eux, sincèrement... Ils débordent d'ingéniosité. Voilà, exactement. Et ils sont merveilleux. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur la question des diplômes. C'est ce qui ouvre un peu la porte un peu de la fuite des cerveaux également, professeur Akreche. C'est une question qui vous préoccupe au niveau de votre département ministériel, puisque je sais qu'il y a cette question qui est en réflexion et les mécanismes qui doivent être mis en place pour un peu mettre fin à cette saignée des diplômés algériens. Oui, beaucoup des pays les courtisent. Malheureusement, oui, bien sûr. Mais c'est tout à fait logique. Dans le domaine médical, dans le domaine informatique, à l'école supérieure d'informatique, ils partent quasiment tous. À Polytech, à Babzoar, toutes les universités et les grandes écoles. Je sais, c'est tout à fait légitime. Mais je vous ai dit tout à l'heure, donc le problème, c'est qu'avec notre secteur socio-économique, il faut que le dialogue continue et aboutisse. Mais comment les garder aujourd'hui ? Parce que même s'ils trouvent de l'embauche, ça ne leur convient pas à 100%. Souvent, ils préfèrent le départ. D'ailleurs, certains, ils choisissent certaines formations parce qu'elles offrent des opportunités de départ. Je sais. D'ailleurs, moi, souvent, je suis on le voit avec nos familles. Quand un nouveau bachelier, des fois, les parents arrivent chez moi, ils me disent, il va choisir telle spécialité. Est-ce que avec cette spécialité, il pourra s'inscrire là, de l'autre côté ? C'est quand même navrant de dire, au lieu de dire, avec cette spécialité, est-ce qu'il peut... C'est les parents déjà qui... Oui, donc au départ, déjà, c'est biaisé. Qui incitent leurs enfants à partir. Mais là, le problème, c'est que quand je dis secteur socio-économique, il doit aussi changer. Mais comment inverser cette tendance ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de l'université ? Est-ce qu'il faut faire aussi des travaux, c'est-à-dire de sensibilisation sur l'intérêt de rester au pays également, professeur Djemeldine Akreche ? Non, l'université, elle fait ce qu'elle peut. L'université fait ce qu'elle peut. Justement, quand je vous ai parlé de cette nouvelle vision d'entrepreneuriat, donc de permettre à l'étudiant d'ouvrir sa propre entreprise, de l'encourager dans ce sens-là, mais aussi de créer, disons, des formations à la carte et autres. Maintenant, c'est-à-dire que l'étudiant sortant, il faut qu'il sente qu'il y a un secteur en face qui lui ouvre des perspectives et puisse le mettre dans un environnement adéquat où il peut exprimer ses compétences et son talent. Il y a aussi la motivation salariale. Oui, il y a aussi la motivation salariale, c'est évident. Mais ce n'est pas la principale. Parce que la principale, c'est cet environnement. Parce que quand vous avez quelqu'un qui se forme, un étudiant qui se forme durant 5 ans, donc il acquiert des compétences dans de la haute technologie. Après, vous le recrutez, vous le mettez dans un bureau. Peut-être que vous lui donnerez une tâche totalement différente de ce qu'il attendait. Et il peut rester 1 année, 2 ans, et puis entre-temps, il envoie ses CV, et puis il part. Parce qu'il n'est pas mis dans des conditions idéales où il peut donc s'exprimer et évoluer. Parce que même les modes d'évolution au niveau de nos entreprises doivent changer. Parce que quand vous avez 10 ingénieurs et que vous les payez de la même manière dans une entreprise, ça ne motive pas. Alors, une question importante aujourd'hui, la formation des formateurs, c'est un point central également, professeur Djemeldine Akreche, puisque beaucoup disent aujourd'hui, ils le déplorent, que le niveau de l'enseignement a fortement régressé par rapport aux années, par exemple, 2000, les années 80 ou les années 90, même les années 70. Quelle est votre réponse ? Je ne pense pas qu'il ait tellement régressé, non. Non, c'est... Parce qu'en fait, quand il y a le nombre automatiquement, vous savez, plus vous augmentez le nombre, plus vous avez un pourcentage, disons, vous ne pouvez pas avoir 100% d'excellents. Vous avez un problème de surcharge, voilà. C'est la surcharge. Elle est à l'école et elle est à l'université. Parce que parmi les formateurs, moi je vois les jeunes enseignants que nous avons, que nous recrutons, sincèrement, des fois, je suis très agréablement surpris par le niveau de certains d'entre eux. La dernière fois, très récemment,
On a présenté des capsules donc réalisées par de jeunes enseignants lors de leur formation, puisque maintenant, donc quand on recrute un enseignant, un nouveau docteur, il y a une année donc de formation. Il suit une formation où il y a beaucoup de volets pour lesquels donc on met en place donc cette formation, l'éthique, l'anglais. Il apprend un peu de réglementation, etc. Donc j'ai vu une présentation de cours à distance qui ont été mis en place avec une caméra. Mais c'était extraordinaire. Il faut voir que ce soit l'échange, tout ce qui est illustration, c'était très très bien fait. Donc l'université s'inscrit dans la génération 4.0. Alors le LMD, il a montré ses limites aujourd'hui. Professeur Djemeldine Akretch, on parle bien sûr de l'orientation, c'est-à-dire du lycée vers l'université, revenir au principe du tronc commun, comme cela existait par le passé. Est-ce que aussi parallèlement le LMD a montré ses limites, il faut le réajuster ou carrément le revoir? Non, réajuster. Certains disent qu'il faut revenir à l'ancien système. L'ancien système, vous savez, parce que le LMD, d'abord, c'est un système qui est international. C'est pour ça qu'on s'est mis au LMD, parce que, en fait... Mais est-ce qu'on était, au moment où on l'a adopté, on était prêt pour le LMD, ou alors il fallait se donner un peu plus de temps pour le mettre en œuvre, puisque beaucoup avaient dit que c'était un peu précipité, il fallait se donner les moyens et le temps pour le mettre en œuvre de façon efficiente et efficace? Non, je ne dis pas qu'on s'est trop précipité parce qu'il fallait le mettre en place à la période de données, puisqu'en 2005-2006, ça y est, pratiquement... 2004-2005. C'est 2004-2005, voilà. Pratiquement le monde entier était au LMD. Parce qu'en fait, il y a eu parce que c'est un système qui dérive un peu du système anglo-saxon. Parce que, en fait, pourquoi il y a eu ce LMD? Pourquoi l'Europe s'est mise au LMD? Parce que, en fait, les pays anglo-saxons et les pays asiatiques ont adopté ce système qui était Bachelor, Master, PhD. Donc ils arrivaient à avoir des docteurs à 26 ans, 27 ans, et qui pouvaient tout de suite, mettre en place leurs propres idées au niveau recherche. Ce qui fait que... Mais la recherche a suivi. Oui, bien sûr. Mais les pays européens... Oui, ça c'est autre chose. Mais les pays européens donc, ont constaté que, en adoptant ce système, parce que l'ancien système, un docteur d'État, c'était 40 ans. Il était docteur d'État à l'âge de 40 ans. Et à 40 ans, après, ce n'est qu'à 40 ans qu'il pouvait appliquer les thèmes de recherche qu'il voulait développer lui-même, etc. Sinon, il était toujours sous la tutelle de son directeur de thèse. La recherche, c'est important aussi à l'université. Oui, professeur Djemeldine. Bien sûr, ça c'est évident. Akretch. Ça c'est évident. La recherche... Continue, avec bien sûr des publications, des produits de la recherche pour la classification au niveau international. Effectivement, nous avons quand même, à l'USTHB, nous avons 72 laboratoires de recherche. D'ailleurs, ça fait 2 jours, je les ai réunis pour un peu les booster, un peu les secouer. Parce que, aussi, même au niveau recherche, j'ai demandé à ce qu'on change de paradigme, parce que, rester fermé, des laboratoires, fonctionnement ancien. J'ai dit, là, il faut maintenant de la pluridisciplinarité, il faut qu'il y ait des laboratoires où j'ai une équipe de matheux, une équipe d'informaticiens, une équipe de chimistes, etc., qui travaillent sur des projets bien clairs. Il ne faut plus, s'enfermer dans la logique, l'ancienne logique. Professeur Djemeldine Akretch, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous. Et bien sûr, on n'a pas pu passer les questions des auditeurs parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux en raison du baccalauréat. Et bien sûr, bon courage à tous les candidats au bac. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci d'être venu. Au revoir. Merci à vous aussi.